Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage. On va immédiatement commencer à débuter votre prochaine destination, votre prochain voyage. C'est là qu'on part parce que l'exercice de le préparer son voyage, ça fait partie du plaisir de voyager. Parlant de plaisir, laissez-moi vous présenter ma co-animatrice, Angelina Mikoniatis. Comment ça va? Ça va bien, Jean-François, toi? Ça va super bien. Cette semaine, c'est une destination qui est plutôt méconnue des Québécois, on va le dire. Oui. La mer Noire. Oui, pour cette dernière émission de la saison, déjà la dernière, Jean-François, ça a passé bien trop vite. Je vous propose un itinéraire qui va vous faire découvrir les villes et les paysages de la mer Noire. C'est 6 pays qu'on va visiter. Donc, on commence avec la Turquie, la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, la Roumanie et la Bulgarie. Et c'est à bord du très luxueux navire Azamara Quest qu'on va découvrir les perles de la mer Noire. Mais justement, on sait à quel point tu excelles pour nous faire découvrir de beaux navires, de belles destinations. J'ai déjà hâte de découvrir ce bateau-là tout de suite autour de la pause à Passion Voyage. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec les perles de la mer Noire que nous découvrons cette semaine comme destination, et ce, en croisière. Angelina, on sait qu'on aime ça, les croisières à Passion Voyage. C'est Azamara Club Cruises. C'est une compagnie qui appartient à Royal Caribbean International. Ça, c'est une compagnie qu'on connaît bien. Oui. Et dont fait partie aussi Celebrity Cruises, la compagnie qui nous ont invités sur leur bateau cette année. Oui. Alors, tout ça, c'est la même compagnie. C'est la même compagnie. Mais Azamara Cruises, c'est comme la filiale luxueuse de ce regroupement-là. Et c'est une compagnie qui a été fondée en 2007, qui compte 2 navires, l'Azamara Quest et l'Azamara Journey. C'est des navires de plus petits gabarits offrant un cachet luxueux, un service personnalisé. Le Quest, qui est le navire qui nous intéresse, a été complètement rénové en 2012 et fait seulement 30 000 tonnes et peut accueillir 694 passagers. On compte 408 membres d'équipage. C'est un peu plus dispendieux, Jean-François, que la majorité des compagnies de croisière, mais vraiment, la différence de prix est vraiment justifiée. Si on parle d'ailleurs du ratio passager versus membres d'équipage, on sait c'est ça qui fait foi dans le fond, de la qualité de service. Du service qu'on obtient sur Exactement. Et on est à combien, là? 1,7, c'est-à-dire 1,7 passagers par membre d'équipage. Donc, on voit que c'est très personnalisé, alors que la moyenne de l'industrie, c'est 1 membre d'équipage pour 3 passagers. Et donc, c'est quasiment la moitié, si on veut. Là. On est vraiment traité aux petits oignons, là, finalement. Un autre ratio qui est important, c'est l'espace par passager. Azamara, c'est 46. Sur les gros navires, exemple de 120 000 tonnes, c'est environ 40. Alors, c'est un plus petit bateau, mais on a plus de place. On aime ça. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est la boisson alcoolisée, le vin, la bière, la boisson gazeuse, café et thé sont inclus durant tout le voyage. Pas besoin de débourser à chaque fois qu'on veut prendre de la boisson. Les pourboires aux membres du personnel sont également inclus. Il ne faut pas oublier que c'est environ 12 à 13 $ par jour par personne. Ça commence à faire une bonne différence. Le fait que c'est inclus, mais on n'a pas évidemment à le débourser à la fin. Donc, c'est là qu'on voit que la différence de prix en vaut largement la peine. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve à bord de ce bateau-là, si on en parle un peu? Bien, évidemment, des cabines spacieuses et bien équipées. 6 options de salles à manger, incluant les services aux chambres. Plusieurs cafés, 2 restaurants de spécialité, le Prime Sea, qui est le steakhouse et fruits de mer, et le Aqualina, qui est la cuisine méditerranéenne. C'est 25 $ par personne que ça coûte en supplément, mais si vous êtes en suite, c'est gratuit. Côté divertissement, évidemment, on retrouve les lounges, les bars, casinos, théâtres, boutiques, spas et centres de santé, piscines et bains tourbillons. En fait, tout ce qu'on retrouve sur un plus grand navire, on l'a sur l'Azamara Quest également.
C'est pas parce que c'est plus petit qu'on en a moins. Non. Il y a de petites versions très luxueuses. Oui. Et ça existe. Ça existe. Mais si on veut faire le comparatif, c'est comme un très grand hôtel versus un hôtel boutique. Ah, j'aime ça. C'est vrai, c'est plus petit, mais plus luxueux. Exactement. Excellente comparaison. Notre port d'embarquement, c'est la splendide ville d'Istanbul, en Turquie. On en a souvent parlé, mais on ne se tanne pas de parler d'Istanbul. Non, Istanbul est vraiment une ville fascinante et très en vogue. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de plusieurs films qui avaient été tournés à Istanbul. Oui. D'ailleurs, Jean-François, Istanbul est la star du dernier roman de Dan Brown, Inferno. Oui? Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le suggère fortement. C'est très, très bon. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire lorsque je voyage, c'est de trouver un bouquin qui se passe dans la ville où je me trouve. C'est une belle façon de voyager 2 fois plutôt qu'une, finalement. Donc, Istanbul, c'est la métropole de la Turquie, située de part et d'autre du Bosphore et qui est à cheval sur 2 continents, l'Asie et l'Europe. Influencée par plusieurs civilisations, les Grecs, les Romains, les Ottomans, aussi connue sous le nom de Byzance et de Constantinople, cette ville est intrigante, surprenante et éclectique. Encore une fois, on en a déjà parlé, mais ce sont des incontournables. Vous devez aller voir ça à Istanbul. Oui. Palais de Topkapi, la résidence des sultans lors du règne de l'Empire ottoman. Le Grand Bazar, un véritable labyrinthe qui s'étend sur plusieurs hectares et on retrouve plus de 3000 boutiques, autant pour les touristes que pour les Turcs qui y font toujours leur marché. La mosquée bleue, la plus visitée d'Istanbul, date du 17e siècle, une des seules mosquées entourées de 6 minarets. On y retrouve 260 fenêtres et des faïences de couleur bleue, verte et blanche. La basilique Sainte-Sophie ou Hagia Sophia, une ancienne basilique vieille de 15 siècles qui fut transformée en mosquée en 1453. Alors ça, c'était pour notre port d'embarquement. Première escale qu'on va faire, c'est la ville d'Amasra. Oui, et ça fait longtemps que je n'ai pas dit le mot, Jean-François, mais coup de cœur. Oh, on a un coup de cœur d'Angelina ici. Ça veut dire que tu as particulièrement apprécié cet endroit-là. Cette ville est considérée comme une des plus belles villes côtières de la mer Noire, construite sur une péninsule composée de 2 îles, les Nymphées. Bénéficie d'un cadre magnifique et est apprécié autant pour ses plages d'un côté que pour son ancienne citadelle byzantine. Et on va en profiter aussi pour aller visiter la ville de Safranbolu. Oui, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville tire son nom de la culture du safran, qui est toujours pratiquée aujourd'hui. En fait, c'est un poste caravanier important sur la principale route commerciale entre l'Orient et l'Occident. Cette ville est habitée depuis la préhistoire. C'est au 17e siècle que son architecture a influencé le développement urbain d'une grande partie de l'Empire ottoman. Et par la suite, dernière escale qu'on va faire en Turquie, c'est à Trabzon. Exactement, situé à l'extrémité nord-ouest du pays, dans l'ancienne région grecque du Pont. Rôle important dans l'histoire car étape de la route de la soie. D'ailleurs, Marco Polo y passa à son retour de la Chine. À voir les remparts, la basilique Sainte-Sophie ou Hagia Sophie, encore une fois. Musée redevenu mosquée depuis juillet 2013. Le monastère orthodoxe de Soumela, âgé de 1600 ans, construit à même une falaise de 1200 mètres d'altitude, une fresque biblique du 18e siècle. Cette région de la mer Noire est également le premier producteur mondial de cerises et de noisettes et est une région majeure de culture de thé également. On va s'arrêter l'instant d'une courte pause. Oui. On va poursuivre la découverte des perles de la mer Noire au retour de la pause. Cette fois-ci, ça sera au tour de la Géorgie. Vous restez là, Passion Voyage. Pour une croisière en mer Noire, votre passeport devra être valide au moins 6 mois après la date de retour au pays. Des visas de touristes seront nécessaires pour certaines escales. Votre conseiller en voyage vous donnera tous les renseignements. Quand on voyage dans un pays étranger, on n'est pas obligé d'endosser toutes ses coutumes et croyances, mais on se doit de les respecter au mieux. Après tout, les étrangers, c'est nous. Votre croisière en mer Noire vous amènera dans de vieux pays qui ont des habitudes de vie différentes des nôtres. Voici quelques conseils pour ne pas choquer vos hôtes. En Turquie, de façon générale, évitez les vêtements courts ou moulants. Vous devrez par ailleurs vous déchausser pour entrer dans les mosquées ouvertes au public et respecter le silence qui est de mise. Mesdames, ayez un foulard à portée de main. On pourrait vous demander de couvrir votre tête. Les démonstrations amoureuses en public sont encore assez mal vues par les Turcs. Sachez par ailleurs que plusieurs pays traditionnels ne tolèrent pas ou très peu les couples homosexuels. 2 personnes du même sexe, pourtant légalement mariées ici, pourraient se voir refuser l'entrée dans certains pays. Mieux vaut le savoir avant de partir.
La Géorgie est aussi un pays traditionnaliste. Tout comme en Turquie, des jupes longues pour les dames et des pantalons pour les hommes sont à prévoir si vous visitez des monastères. En fait, c'est la même chose dans les églises et les lieux de culte pour à peu près tous les pays. Épaules et jambes couvertes, c'est la norme. En Russie et en Roumanie, il faut savoir qu'il est interdit de photographier des installations militaires, de même que les aéroports, les voies ferrées, les gares, les ports et les métros. Dans le doute, il vaut toujours mieux demander. Sinon, votre appareil pourrait être confisqué. On pourrait aussi vous réclamer le paiement d'une amende sur le champ. Dans tous les pays, assurez-vous d'avoir sur vous une photocopie de votre passeport et conservez l'original dans le coffret de sécurité de votre cabine. Toutefois, en Ukraine, ayez en main votre passeport original. Les contrôles d'identité sont fréquents et vous pourriez perdre un temps précieux si vous ne pouvez vous identifier adéquatement. En terminant, votre croisière implique plusieurs déplacements dans différentes villes. S'il vous arrive un accident ou si vous tombez malade, contactez immédiatement votre assureur afin qu'il vous dirige vers un hôpital approprié. À moins que l'hôpital exige le paiement sur place, la gestion des factures peut être assumée directement par l'assureur. Un tracas de moins. Bon voyage! Quel événement sportif la ville de Trabzon en Turquie a-t-elle accueilli en 2011? A. Les Jeux de la mer Noire. B. Le Festival olympique de la jeunesse européenne. Ou C. Le championnat de football de Turquie. La réponse au retour. La réponse est B. Trabzon a été la ville hôte des épreuves estivales du Festival olympique de la jeunesse européenne en 2011, une compétition multidisciplinaire ouverte à des jeunes âgés de 14 à 18 ans. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec les perles de la mer Noire. On poursuit notre périple. On est rendu en Géorgie. Notamment, on va visiter la ville de Batumi. Oui, la Géorgie est un pays du Caucase, région montagneuse entre la mer Noire et la mer Caspienne, à la frontière de l'Europe et de l'Asie. Riche en histoire, ce pays a été une province de l'Empire perse et annexé à la Russie impériale, puis à l'Union soviétique. Joseph Staline, dictateur soviétique, était originaire de la Géorgie. Ah bon? Ça, je ne savais pas. Un petit fait ici. Historique, on aime ça. La ville est réputée pour son fameux jardin botanique fondé en 1880 d'une superficie de 111 hectares et divisé en 9 secteurs selon l'origine des plantes. On y retrouve plus de 5000 sortes de spécimens vivants, dont 2000 arbrisseaux ou arbres. Alors, à voir si vous faites ce voyage-là. Par la suite, on va avoir la chance de visiter la Russie. C'est un autre pays qui fait partie du circuit et notamment une ville qu'on entend parler de plus en plus, la ville de Sotchi. Oui, comme vous le savez probablement, cette ville sera l'hôte des Jeux olympiques d'hiver en février prochain. Elle est située sur la rivière russe. Sotchi jouit d'un climat plutôt tempéré pendant une grande partie de l'année grâce aux eaux chaudes de la mer Noire où l'on peut se baigner au moins jusqu'au mois d'octobre. Et Angelina est très inquiète à savoir s'il va y avoir de la neige durant les prochains Jeux olympiques d'hiver. L'Arboretum et le parc de la Riviera font partie des sites touristiques les plus populaires de la ville. Est-ce que tu savais, Jean-François, que les Russes qui recevaient des billets de vacances par leurs entreprises pouvaient y aller pour se reposer? D'ailleurs, Staline y avait également une résidence d'été d'où il coordonnait les activités de l'Union soviétique. C'est pas le seul dirigeant de la Russie qui a une maison là-bas, par contre. Non, Vladimir Poutine aussi en a une. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, plus de 500 000 soldats de l'Armée rouge ont reçu des soins à Sotchi. Une autre ville russe qu'on va avoir le plaisir de découvrir dans ce circuit, c'est Novorossiysk. Un important port de commerce sur la mer Noire et une des rares cités à avoir reçu le titre de ville héros de l'Union soviétique. Qu'est-ce qu'une ville héros? C'est un titre honorifique accordé à une douzaine de villes de l'ancien URSS dont les habitants ont héroïquement défendu leur patrie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une autre particularité de la région consiste en ses vignobles. En effet, la Russie est le 11e producteur de vin au monde et 60% de cette production vient de cette région. Il faut dire qu'ils préfèrent de loin la vodka, par contre. Je pense que oui. Je pense que oui. Nos 3 prochaines escales vont se dérouler en Ukraine. Oui, ancienne république soviétique devenue indépendante en 1991, deuxième plus grand pays d'Europe après la Russie et divisé en 24 régions. Tu y penses-tu? L'Ukraine, c'est le deuxième plus grand pays, la Russie étant la première. Ça donne une idée de l'ampleur de ce que c'était avant. Exactement. La région est également réputée pour ses vignobles, ses vergers, ses lieux de villégiature et ses sites touristiques.
Toujours en Ukraine, il ne s'agit pas d'une Ukrainienne, mais bien d'une ville, Yalta. Oui, une ville prisée par l'aristocratie russe. Son climat tempéré lui a valu la réputation d'une ville privilégiée pour des séjours de convalescence, d'où l'intérêt des riches tsars russes de faire construire de véritables châteaux de style Renaissance. Le palais de Livadia a été le lieu de résidence estivale des derniers tsars, en particulier du dernier empereur de Russie, Nicolas II, et de sa famille. Ce palais, aujourd'hui transformé en musée, est célèbre surtout pour la conférence de Yalta. Un autre attrait intéressant, Jean-François, est le château du Nid des Rondelles, bâti sur la falaise de l'Aurore. Ce château fait l'objet de plusieurs légendes. La visite du musée qui a été installé nous permettra de connaître certaines de ces histoires. Il est également facile d'explorer la ville de Yalta de façon autonome, donc profitez-en pour le faire lors de votre escale. Prochaine ville ukrainienne qu'on aura aussi le plaisir de découvrir, c'est Sébastopol. Oui, on y retrouve architecture monumentale, façade blanchie à la chaux, temple et colonnes de la Renaissance, une saisissante agglomération portuaire fondée en 1783 par la Grande Catherine, qui connaît un regain touristique. C'était auparavant une ville fermée aux non-résidents à l'époque soviétique. Aujourd'hui, Sébastopol s'ouvre désormais pour nous montrer ses plus beaux atouts. Donc, on est chanceux de pouvoir le visiter maintenant parce que ça n'a pas toujours été le cas. Une autre excursion qui est fascinante à faire, et là, ce n'est pas le dessert, ça se prononce pas pareil. Il s'agit de Balaklava. Oui, c'est d'une importante bataille marquée par la charge suicidaire de la cavalerie britannique. Elle a également été immortalisée dans un poème célèbre d'Alfred Tennyson, poète britannique bien connu de l'époque victorienne. Là, c'est vrai, c'est la dernière ville ukrainienne qu'on aura sur notre itinéraire. Mais c'est un nom grec, ça. Odessa sont partout, ces Grecs-là? Partout. C'est de la mauvaise herbe. Parle-nous d'Odessa un peu. C'est un véritable joyau. On s'y promène le nez en l'air, Jean-François, pour y admirer les façades néoclassiques ou d'art nouveau. OK, c'est pas des snobs, là. Non, c'est parce que c'est tellement bon, on regarde partout. Surnommée la Marseille d'Ukraine, son architecture est davantage méditerranéenne que russe, même si au 19e siècle, elle était considérée comme la 4e ville de l'Empire russe après Moscou, Saint-Pétersbourg et Varsovie. Il y a vraiment plusieurs lieux qui sont incontournables à Odessa qu'on doit absolument visiter. Il y en a tellement, mais on va vous énumérer quelques-uns. La plus importante est l'escalier Potemkin, considéré comme l'entrée officielle de la ville venant de la mer et représentant son symbole le plus connu. Composé de 192 marches et 10 paliers intermédiaires, cet escalier a été conçu de telle sorte qu'un observateur placé en haut des marches ne voit que les paliers, les marches étant invisibles, tandis qu'un observateur placé en bas ne voit que les marches. C'est une illusion optique qui le fait paraître plus grand que réel. C'est intéressant quand même. On va visiter aussi les rues de Gogolia et de Deribasivska. Oui, ainsi que Passage, qui est la galerie néo-Renaissance, et l'immense marché Privoz. Ça doit absolument être sur votre liste de choses à faire pendant que vous êtes à Odessa, à moins que vous préférez vous attarder à l'un des nombreux cafés ou encore vous prélasser sur une des belles plages de sable fin. Et le prochain pays d'Europe de l'Est qui est sur notre itinéraire, on fait une escale en Roumanie. Oui, sa géographie lui confère des sites naturels d'une très grande beauté. C'est un pays aux multiples facettes, ancienne principauté médiévale aux influences de l'Empire romain, d'où l'origine du nom. Son histoire plus récente témoigne du radicalisme de dictateurs tels Ceausescu, qui a plongé la population dans une période sombre qui s'est terminée dans le sang avec la révolution de 1989. Depuis 2007, par contre, la Roumanie vit de meilleurs jours et a rejoint l'Union européenne. Un des attraits de la mer Noire est le tourisme thermal particulièrement présent en Roumanie. L'ensoleillement et la chaleur tempérée ont permis le développement de plusieurs stations balnéaires. Prochaine ville qu'on visite, qu'est-ce qu'il y a à voir à Constanta? On visite le musée d'art populaire et on assiste à un spectacle folklorique. Et en Bulgarie, prochain pays aussi d'Europe de l'Est, on va aller à Nessebar. Oui, dernière escale et non la moindre. C'est une ville qui est édifiée sur une péninsule rocheuse de la mer Noire. Elle est une véritable ville-musée, la plus belle ville de la côte bulgare. Son intérêt historique lui a valu l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'ancienne cité de Nessebar est âgée de plus de 3000 ans. Ville qui a connu nombreuses civilisations qui ont laissé leurs traces tangibles
tangible. Le site de Thrace, qui était jadis une colonie grecque, on retrouve les vestiges qui datent du 6e siècle avant Jésus-Christ, l'acropole, le temple d'Apollon, un agora, un mur de fortification. Il y a d'autres monuments aussi qui valent la peine, la basilique de Stara Mitropolia, également la forteresse du Moyen Âge, époque où la cité était l'une des plus importantes villes byzantines de la côte ouest de la mer Noire. On retrouve également les maisons en bois construites au 19e siècle représentant l'architecture de cette époque. Et j'imagine qu'on va avoir la chance un peu de goûter à la cuisine locale. Bien, c'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr, on en profite. La cuisine n'est ni grecque, ni russe, ni turque. La cuisine bulgare a vraiment sa propre saveur et sa propre originalité. Donc, laissez-vous tenter. Et c'est ainsi que se termine notre superbe voyage sur les perles de la mer Noire. On est de retour à Istanbul pour revenir à la maison. On va prendre une pause, nous autres aussi, à Passion Voyage. Question d'aller rejoindre Marie-Ève qui nous attend en centre de service. Vous restez là. Tout au cours de la saison de Passion Voyage, Angelina et Jean-François ont partagé avec vous leurs connaissances, leurs souvenirs et leurs anecdotes de voyage. Aujourd'hui, ils nous dévoilent leur must en voyage ou, si vous préférez, les articles de voyage qu'ils considèrent essentiels. Très prudente et soucieuse de se protéger des rayons du soleil, Angelina ne part jamais sans son chapeau en raffia avec une protection UV. Utile les jours de soleil comme de pluie, il est muni d'une pochette secrète et, très pratique, d'un cordon pour les endroits plus venteux. Ce modèle ne vous convient pas? Ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts. Toujours prête pour l'aventure, Angelina troque son sac à main pour un sac de voyage. Ce modèle, par exemple, est fait de nylon et est à l'épreuve de l'eau. On y trouve plusieurs pochettes intérieures pour vos cartes de crédit, documents et même votre téléphone. Si vous préférez conserver ce dernier à portée de main, une deuxième pochette se trouve dans la courroie. Très pratique. J'oubliais, il y a également une pochette pour y glisser une bouteille d'eau. S'il est possible de boire de l'eau sans problème dans le pays visité, ayez avec vous une bouteille réutilisable que vous remplirez à votre guise. Si l'eau du pays est impropre à la consommation, vous pourrez y transporter vos bouteilles d'eau achetées sur place. Et pour ne jamais être prise au dépourvu, Angelina apporte toujours avec elle un ensemble de convertisseurs et adaptateurs. Quant à lui, Jean-François ne part jamais en voyage sans son couteau suisse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces couteaux sont admis à bord de l'avion mais doivent se trouver dans vos bagages enregistrés. Et comme on peut parfois se salir en mangeant, Jean-François garde toujours sur lui ses lingettes en pastilles. Quelques gouttes d'eau suffisent pour avoir une serviette bien humide. En terminant, Angelina et Jean-François s'assurent toujours de bien se renseigner avant de visiter un nouveau pays. Une visite dans l'un de nos centres voyage CA Québec vous permettra de trouver le guide qu'il vous faut. Merci à Angelina et Jean-François, et à vous, bon voyage! De quelle couleur est le drapeau de l'Ukraine? A. Bleu et jaune. B. Rouge et blanc. Ou C. Rouge, blanc et vert. La réponse après la pause. La réponse est A. Le drapeau de l'Ukraine est constitué de deux bandes horizontales de même grandeur, l'une bleue et l'autre jaune. Nous sommes de retour à Passion Voyage pour conclure cette émission sur les perles de la mer Noire, une période qui est favorisée pour faire ce voyage? Oui, du 20 août au 1er septembre, c'est un voyage de 14 jours et 13 nuits. Les points forts de ce voyage, Jean-François, évidemment, le navire, un petit navire de moins de 700 passagers offrant un service impeccable de grande qualité, les pourboires et la boisson inclus sur le navire, itinéraire complet en mer Noire avec seulement une journée en mer et 3 escales en Ukraine. Embarquement et débarquement dans la superbe ville d'Istanbul et les services de notre accompagnateur francophone, c'est à Québec avec un minimum de participants. Et si jamais on voulait un peu plus de détails sur cette croisière? Je vous invite à passer nous voir dans un de nos 14 centres voyage un peu partout en province. Vous pouvez toujours nous téléphoner ou encore vous rendre sur notre site web.
Angelina? Oui. Moment intense d'émotion. On fait des blagues, mais on est toujours un peu triste lorsque c'est la dernière de la saison. C'est déjà terminé. Oui. On veut remercier d'abord toute l'équipe de Passion Voyage, en régie, en studio. Plusieurs personnes collaborent à ce beau projet. Tout à fait. Les gens également à la maison, on vous remercie de nous suivre à chaque semaine, de nous arrêter parfois dans la rue pour nous demander quelle est votre prochaine destination, où vous allez. Là. Vous continuez de nous écrire également à passionvoyage@caquebec.com. On espère qu'on vous a donné la piqûre du voyage. En fait, on est convaincus. Alors, on vous dit à la prochaine et surtout... Bon voyage. Bon voyage. Salut tout le monde. CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.